Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler comment constituer un dossier de financement pour un prêt immobilier. Donc, j'ai fait un petit sondage sur Instagram entre choisir entre deux thèmes de vidéo, comment construire un dossier pour se financer un bien ou comment faire une analyse fondamentale, pas quantitative avec les chiffres, mais fondamentale, quelles sont les données vers lesquelles s'orienter pour creuser, tout ça, mais par rapport à la bourse. Donc, pour l'instant, j'ai eu un résultat de 56%, je pense, qui était en faveur de l'immobilier. Donc, on va faire les deux parce que c'était très proche, donc vous êtes intéressé par les deux. Mais je vais commencer quand même par l'immobilier selon le sondage. Donc, je vais utiliser pour ce mon dossier de financement. Donc, c'est un dossier que j'ai créé pour avoir mon premier crédit, pour avoir mon deuxième crédit. Je l'ai donné à quelques connaissances qui l'ont utilisé pour avoir leur crédit également. Donc, c'est quelque chose qui marche. Mais avant de rentrer là-dedans, mais avant de rentrer là-dedans, il faut savoir que euh, il faut déjà avoir fait un petit travail en amont, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec plein de banques, avoir visité des biens, avoir fait son choix, avoir signé un compromis et avoir préparé dans sa tête le pourcentage que vous allez mettre dans le projet, l'apport, etc. Donc ça, c'est comment présenter votre projet à la banque. Donc quand on parle de présentation d'un projet à la banque, on implique que le projet, il est là. Il faut juste le présenter. Si vous voulez une autre vidéo par rapport à comment négocier par rapport à un compromis ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Mais là, c'était une vidéo sur comment construire un dossier pour un financement immobilier. Donc, bien évidemment, vous avez signé le compromis suite à des visites et suite à un appartement qui vous plaît. Vous avez fait plein de rendez-vous, vous avez pris plein de rendez-vous avec plein de banques, comme ça vous augmentez vos chances. Donc là, à chaque banque, vous allez présenter ce document et pendant le rendez-vous, vous allez le présenter, vous allez le pitcher, comme une petite soutenance. Bah voilà le document, le sommaire, je le mets au début. Il y a 7 parties. Première partie, c'est le profil. Donc les banques, au lieu de vous demander à chaque fois combien vous touchez, combien vous avez de charges, combien votre loyer s'élève-t-il, nanana, vous allez tout expliquer vous-même, vous allez tout présenter vous-même. Comme ça, la banque n'a qu'à saisir directement. Ils vont se dire vous êtes professionnel, on va aller directement au but. Donc première partie, information et profil. Donc vous allez voir. Deuxième partie, présentation du projet. L'investissement locatif, c'est quoi le projet? Troisième partie, les chiffres clés du bien, c'est-à-dire prix, loyer, apport, etc. Quatrièmement, vous donnez quelques petites photos pour impliquer le banquier. Quand le banquier est impliqué, il se sent plus proche du projet, donc il veut le faire aboutir, donc ça augmente vos chances. Cinquièmement, capacité d'endettement et autofinancement, c'est-à-dire vous allez parler de votre taux de charge par rapport à votre taux de revenu, donc combien vous gagnez globalement par rapport à combien vos charges s'élèvent-elles avec le crédit, et vous allez montrer que c'est en dessous de 30%, c'est la limite du HCSF, haute commission de la sécurité financière. Voilà. Le HCSF oblige les banques à faire respecter le taux de 30%. Donc vous avez votre revenu, disons que vous gagnez 1000 euros, le HCSF, avec sa loi, oblige les banques à ne pas vous prêter plus de 300 euros. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on était à capacité d'endettement et autofinancement. L'autofinancement, c'est comment le bien se rembourse-t-il, comment il se finance. La faisabilité, c'est par rapport à qu'est-ce que vous allez appliquer comme fiscalité, et puis la conclusion. Donc on commence tout de suite directement. Donc bien évidemment, j'ai caché mes informations, et si je me rends compte que j'ai oublié une information, bah, je vais mettre pause ou je vais recommencer la vidéo. Donc information et profil. Donc il y a deux parties, partie charge et partie revenu. On commence par la partie revenu. Contrat de travail, vous dites ce que vous faites, par exemple ingénieur en informatique, conducteur de chantier, conducteur de travaux, responsable, je sais pas quoi. Donc mettez votre contrat de travail, comme ça, eux, ils vous classent dans certaines filières. Il y a certaines filières qui ont des avantages chez les banques, comme les fonctionnaires, comme plein de choses. Donc mettez votre contrat de travail, juste votre intitulé en fait. Salaire moyen. Donc, si vous avez un salaire qui fluctue à peu près comme moi, vous mettez le moyen. Sinon, si vous avez un salaire fixe, si vous avez un salaire fixe, vous mettez le salaire. Revenus complémentaires. Si vous avez des revenus complémentaires à côté, si vous avez un petit job à côté. Moi, j'avais mes cours de soutien en particulier. Donc, j'avais mis revenus locatifs si vous en avez. Donc, là, c'était pour le deuxième appart. Donc, j'avais un premier appart qui me rapportait des loyers. Bah, je l'ai mis ici.
Donc, les revenus complémentaires, parfois ils disent ouais, mais on prend pas parce que c'est pas comme un CDI, c'est pas sûr. Bah, rien n'empêche d'ajouter cette ligne totale des revenus sans prendre en compte les revenus complémentaires. Pim. Maintenant les charges. Les charges, vous mettez votre loyer, donc qu'est-ce que vous payez pour habiter dans votre résidence. Sinon, vous mettez votre crédit si vous avez une résidence principale. Et puis là, comme j'avais un premier appart, bah, j'ai mis mensualité du crédit de l'appartement, genre le premier appartement. Donc mes charges, c'était mon loyer et mon crédit locatif. Bien évidemment, la nourriture, tout ça, ça ne les concerne pas. Et si vous avez d'autres crédits, vous les mettez ici. Si vous avez des crédits de consommation, tout ça, vous mettez combien vous payez mensuellement. Donc ça, c'est les charges mensuelles. C'est comme si on était sur un compte de résultat et vous aviez vos charges brutes. C'est là. Et votre chiffre d'affaires, c'est les revenus. Donc, bien évidemment, les justificatifs associés, donc contrat de travail, 3 fiches de paye pour le salaire, revenu locatif, donc 3 quittances de loyer, et puis là, le loyer, vous mettez votre quittance de loyer personnel, et vous mettez votre tableau d'amortissement ou votre offre de prêt pour le premier appart. Pour la situation financière, bah, bien évidemment, il faut parler de votre épargne. Donc, vous dites que je vais mettre dans le projet un apport d'environ tant. Ben, moi, je vous conseille de mettre en fonds personnels 5% du prix du bien, et puis les frais de notaire de votre poche. Donc frais de notaire plus 5% du prix du bien, ça fait à peu près 10% globalement, 11-12%. On ne peut pas vous refuser ça. Bien évidemment, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre juste les frais de notaire, et la partie fonds propres, vous la zappez. Mais pour ne pas être refusé dans les banques, pour être sûr, 5% du prix du bien en fonds propres, et les frais de notaire. Donc, je dis n'importe quoi, un appart à 100 000 euros, les frais de notaire vont être à peu près 8 000 euros. Bah, vous mettez 8 000 euros de frais de notaire. Et les 100 000, au lieu de les emprunter, bah, vous mettez 5%. Donc, vous mettez 5 000. Donc, vous mettez en apport 13 000. 8 000 et 5 000. Comme ça, vous empruntez 95 000. La banque se dit qu'au pire, vous devrez rembourser 95 000, mais vous achetez un appart à 100 000, donc ils sont gagnants. Enfin, ils sont gagnants, ils sont sécurisés. Si vous revendez l'appart au prix, c'est-à-dire 100 000, vous remboursez 95 000, et puis voilà. Et au pire, même si l'appart baisse en valeur, vous avez déjà une marge de 5%. Donc bref, un apport d'environ tant, les frais de notaire tant, fonds personnel tant, et puis si vous voulez le meubler, bah moi j'ai mis ça, mais ça m'a coûté plus cher entre guillemets. Épargne personnelle et investi dans des comptes titres, environ tant en PEA, et j'avais moins de 10 000 euros en compte titre, donc je l'ai pas mis, mais rien n'empêche de le mettre, que je continue à alimenter chaque mois. Et puis là, la petite phrase pour faire joli, je ne fume pas, ne bois pas, sport quotidien, économe, j'ai mon budget à l'euro près. Donc voilà. Maintenant, la présentation du projet, l'investissement locatif. Bah, vous dites, le bien qui m'intéresse, c'est un appartement. Bah, T2, T3, maison, studio, ce que vous voulez. Une superficie de temps, prix de vente temps, si je vois le compromis. Le compromis, c'est le document qui résume tout entre l'acheteur et le vendeur, qui est signé par le notaire ou par l'agent immobilier, et puis qui vous donne juste le délai de 2 mois à peu près avant de signer l'acte authentique. Donc le compromis, vous devez l'avoir. C'est avec ça que la banque voit les chiffres et traite la demande. Si vous n'avez pas de compromis, ça ne sert à rien d'aller faire le rendez-vous. Vous pouvez prendre le rendez-vous parce que vous savez que vous allez l'avoir, vous allez signer, mais ça ne sert à rien d'aller faire un rendez-vous bancaire pour un investissement si vous n'avez pas de compromis. Ils vont juste vous faire plaisir, ouais, on vous prêtera, nanana, mais ça n'a aucune base. Donc, présentation du projet, on avait dit le bien qui m'intéresse, un appartement, donc petite description, superficie, prix de vente, si je vois le compromis. Et puis vous pitchez un petit peu. Donc il y a des usines, des commerces, des universités à proximité. Voilà, vous mettez ce qui vous plaît. Le niveau transport, vous parlez, il est à côté de la station de tramway temps. Il y a à côté la gare, il y a à côté la route, l'autoroute. Vous mettez ce qui vous plaît et puis les points stratégiques. Donc transport, délinquance et puis géographie. Si c'est une petite ville, un petit village, vous dites à côté de Lyon, 30 minutes de Lyon, je sais pas quoi. Donc voilà. J'ai visité le bien, et signé le compromis, Quant à la distance par rapport à mon lieu d'habitation, ouais, je dis que je travaille, avec mon travail, je peux me déplacer facilement. Donc, si c'est loin de chez moi, c'est pas grave. Parce que la banque vous demandera, par exemple, vous habitez à Lille, vous achetez à Marseille, la banque va vous dire bah, comment vous allez faire pour vous déplacer, pour aller vérifier ce qui se passe, pour gérer le locataire. Bah, là, vous lui dites comment faire. Moi, je suis pas dans le même cas de figure, c'est beaucoup moins loin, mais j'explique quand même que grâce à mon travail, je peux me déplacer sans trop de frais, et puis voilà, donc sur mes repos. De plus, nanana, la ville est une ville d'avenir, nanana, nanana. Donc, voilà. Troisième partie, les chiffres clés.
Donc les chiffres clés dans la zone, l'estimation moyenne du prix au mètre carré c'est 1500 euros, c'est pas cher. Tandis que la moyenne en France est de 3000 euros à peu près, selon diverses estimations. Donc je mets les sources. Le prix de mon appartement au mètre carré est aux environs de 2. Spoiler, j'ai réussi à l'avoir en dessous de ça. Mais c'est un grand appartement en superficie, donc il coûte un peu cher. Bref. Selon les statistiques standards, le bien est sous-évalué sans qu'il ait le moindre problème en lui ou dans la ville. Dans un appartement de tant de mètres carrés à tant d'euros par mètre carré, le bien est une anomalie de marché que je compte saisir, la source. Là, je mets une source pour voir que la moyenne du mètre carré est tant, et pour voir que mon prix au mètre carré est tant, et que voilà, c'est vraiment sous-évalué. Maintenant, on parle de valeur locative. Le loyer exercé dans le secteur est d'environ 11-12 euros mètre carré, hors charge. Vu la taille de mon appartement, on appliquera voici voir les estimations locatives. Donc les estimations locatives, c'est quoi? L'agent immobilier qui va vous vendre le bien, c'est aussi un agent qui travaille dans une agence de location, parce que les agences immobilières, elles font de la location et de la vente. Donc lui, c'est un chargé de vente. Il y a aussi les chargés de location. C'est ses collègues en fait. Donc demandez-lui une estimation locative pour le dossier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, disons par exemple Foncia. Il va vous dire, Foncia fait l'étude suivante, appartement tant avec DPE tant avec caractéristiques tant, se loue dans la fourchette, disons 500, 600 euros. Donc ça, c'est une estimation de valeur locative. Donc ça a plus de fois que les sites internet et que votre parole. Et pour la banque, voilà, elle se dit que si vous donnez la gestion locative à ces boîtes-là, bah, ça sera le loyer proposé. Bah, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je préconise d'en avoir au moins deux. Celui qui vous vend et une autre agence locative chez laquelle vous allez pour demander, tout simplement. Donc, moi, j'ai parlé de ce montant-là de loyer. La banque va me dire, ouais, mais comment tu sais que ça va se payer à peu près ça? Déjà, il y a les sites internet, mais il y a aussi les valeurs locatives, les attestations de valeurs locatives. Et je les ai mis en pièce jointe. Ces attestations de valeurs locatives ne prennent pas en compte l'ameublement du bien. Voilà. Comme j'ai l'intention de meubler l'appartement pour ajouter un certain confort, je pense être plutôt sur le haut de la fourchette. Spoiler alert, j'étais en bas de la fourchette, mais c'est pas grave. Je prends ainsi l'hypothèse plausible d'une location en meublé, charge comprise. Cela est sans préciser que les hausses de loyer futures sont possibles, bien évidemment. La loi nous le permet, et puis il y a l'inflation, tout ça. Ce qui peut augmenter la rentabilité du bien. Donc les charges de copropriété sur l'année ont été de temps. Donc à peu près tant par mois. La taxe foncière est à peu près tant par an. Le DPE, très important, est de temps. Et mettre la pièce jointe dans les documents que vous allez envoyer au banquier. Comme ça, il est sûr. Et ça, c'est un document, donc ça donne foi. Pas de travaux d'optimisation énergétique. Donc le banquier, il est cool. Et dites-vous que les banquiers prêtent plus facilement quand le DPE est plus fort que D. Donc D est plus. Le logement est refait à neuf. Il n'était pas refait à neuf, mais il était en bon état. L'ameublement sera l'ameublement sera directement fait après la signature du bien. C'est jouant le budget d'ameublement. Donc moi, j'avais utilisé une boîte de prestations pour meubler. Cette boîte de prestations, elle m'a donné une facture et je l'ai mis. Donc voilà, tout ce que vous dites doit être accompagné d'une petite pièce jointe pour donner foi. Donc là, c'est les images. Ça ne vous concerne pas, donc on passe. Voilà. Capacité d'autofinancement et capacité d'endettement. Je compte emprunter les temps restants. Donc là, j'ai pris les 5% d'effort mensuel, les 5%. Donc là, supposons c'est un appartement à 100 000 euros. Si je mets 5 000 de ma poche, ici, ça sera les 95 000 restants. Plus les frais de dossier, parce qu'il y a des frais de dossier. Donc aussi, je vais les emprunter. J'ai simulé un emprunt de temps avec une hypothèse de temps de pourcentage de taux de crédit. TAEG, c'est quoi? C'est taux annuel effectif global. C'est le taux annuel effectif global prend en compte le crédit immobilier, c'est-à-dire le taux de référence de la banque sur la période que vous demandez, les frais de dossier et les frais d'assurance du prêt. Donc, si vous voyez que la banque vous propose un 3,5 et le TAEG sera 4,20, c'est normal. Parce que la plupart du temps, l'assurance de la banque coûte très cher. C'est pour ça que le TAEG est toujours plus haut que le taux de référence du crédit. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi changer d'assurance. Bon, donc l'hypothèse que j'ai prise, c'est celle-là. Et spoiler alert, elle était plus haute, mais j'ai changé l'assurance. Donc pour vous dire que la plupart du temps, il y a des détails qui débordent à chaque fois, qui font que vous devez avoir de la marge sur votre projet, sinon c'est cric-crac.
Donc je simule, il y a plein d'applications pour simuler, même l'application de la banque vous permet de simuler. Donc j'ai simulé un emprunt de temps avec une hypothèse de temps d'emprunt de mon premier bien avec la 1 sur 20 ans. Ça fait une mensualité de temps par mois. On a les loyers, donc mes hypothèses, ça me donne ça. Donc je mets ça, c'est-à-dire le chiffre d'affaires dans mes hypothèses, moins toutes mes charges. Donc mes charges par rapport au projet, pas mes charges personnelles. Donc le loyer, les mensualités de crédit, charges de copropriété, taxes foncières, etc. Et du coup, dans ce cas de figure, on avait une épargne supplémentaire de 40 euros par mois, c'est-à-dire le cash flow. Spoiler alerte, j'ai dépensé ces 40 euros pour de la gestion locative que j'avais pas pris en compte. Donc maintenant, je fais gérer mon bien par une agence, donc je suis à l'équilibre. Mais c'est très bien parce que l'appart se rembourse et puis je peux augmenter les loyers, etc. Donc voilà, ce qui aiderait à financer les éventuels aléas de mon appartement ou que je pourrais épargner sur mon livret ou à mon PEA. Bref. Selon la politique des banques, le loyer prévu est pondéré à 70%. C'est vrai. C'est pour ça que si vous dites que vous allez avoir un loyer, est-ce que je l'ai fait ici? Ouais. Si vous dites que vous allez avoir un loyer, disons par exemple 600 euros, 1000 euros, disons, la banque va considérer ce loyer-là comme un loyer pas tout à fait sûr, donc ils vont considérer 70% de ce loyer. Donc pour calculer vos revenus, ils vont prendre vos revenus plus 70% de ce loyer. Donc ici, je voulais faire le fameux ratio combien j'ai de charges contre combien de revenus. Dans mes charges, j'ai mes charges personnelles, mon loyer, tout ça, et j'ai mon crédit. Par contre, mes revenus, j'ai mon salaire, etc., tout ça, mais j'ai mon loyer. Sauf que mon loyer, bah, je vais prendre 70% de ce loyer, comme font les banques. Et même en prenant 70%, mes charges constituent à peu près 25% de mes revenus globaux, loyer compris, bien évidemment, et loyer de l'autre appartement compris. Donc, ce qui est sous la limite imposée par le HCSF. Faisabilité. Maintenant, je vais parler par rapport à comment je vais faire. Comment je vais faire pour, une fois que j'aurai le crédit. Par rapport à la fiscalité, je vais acheter le bien en nom propre. Quelle est l'autre alternative? L'acheter en SCI, l'acheter en SARL, l'acheter en SASU. Bref, il y a plein de façons de l'acheter. Moi, je vais l'acheter en nom propre, donc pour mon compte à moi. Il va être loué, meublé. Et j'opterai pour une fiscalité LMNP, loueur, meublé, non professionnel. Les garanties, sans la tension locative, donc plein de gens qui veulent louer, et plus la situation du locataire en place, fiche de paye, garant, etc. En vrai, j'aurais pu éviter la gestion locative qui donne une GLI, garantie loyer impayé, en utilisant Visal avec un locataire, en ayant plus dans ma poche, en cash flow. Mais disant que voilà, j'ai utilisé une agence locative, il y a le GLI avec le tarif. Donc, si le locataire arrête de payer pour je ne sais quelle raison, les loyers continuent à tomber. Ça, c'est à mettre dans les garanties. De plus, dans le cas où le locataire serait amené à déménager, les statistiques montrent que le marché locatif de Mulhouse est très tendu, surtout pour les logements type 2, T2, T3, etc. Et il n'y aura aucune difficulté à reloger les gens. Et du coup, la tension locative, j'ai mis un lien pour la montrer, pour montrer que c'est vrai. Et puis voilà, conclusion, vu le prix de ce bien, ma capacité d'endettement ainsi que la sécurité apportée par le fait que le bien soit sous-évalué, j'espère que vous me ferez un retour positif. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une information ou d'un document. Donc c'est à ça que ressemble un dossier de financement solide. Et je vous promets qu'avec un dossier comme ça, vous êtes sûr d'avoir le crédit. Bien évidemment, les fondamentaux du projet doivent être solides. Vous devez acheter un bien pas trop cher par rapport au marché. Vous devez avoir des hypothèses par rapport au loyer que vous allez exercer. Vous devez avoir vu la ville, vu ce qui entoure pour avoir du contenu à mettre par rapport à tout ce qui est point positif du bien. Mais sinon, si vous avez besoin de ce dossier-là, n'hésitez pas, je pourrais vous l'envoyer. Donc mettez juste, manifestez vos commentaires et on verra comment. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis voilà, donc moi je fais comme ça à chaque fois et ça a l'air de marcher. Les banques adorent. Donc ma conseillère personnellement, elle aime bien ce format. Elle me dit qu'il y a tout. Elle n'a pas besoin de creuser plus, de me demander plus, de me relancer par appel ou par mail. Elle a tout. Elle fait rentrer tout ça sur ses applications bancaires. Elle pitch ça à sa responsable d'agence directement. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez profité avec moi et que vous avez appris des choses. Et puis on se dit à la prochaine vidéo, parce que je vais quand même créer d'autres vidéos par rapport à ce qu'on avait dit par rapport à la bourse, par rapport à l'analyse fondamentale, et je vais faire une série par secteur. Donc bonne journée et bon week-end à vous.